Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour assister à ce webinaire dont le but est d'essayer de donner quelques clés pour déceler les risques de conduite addictive chez son enfant adolescent. Pour en parler, à côté de moi, Éric Gauthier, éducateur spécialisé au service d'addictologie de l'association ARPAD, ainsi que moi-même, Alain Granger, chargé de prévention à la CEPAM de Garonne, et Jennifer Brunel du service prévention qui relayera les questions posées sur le chat. Pour le bon déroulé de ce webinaire, nous vous rappelons que vos micros doivent être coupés. Vous pourrez poser vos questions tout au long de ces 45 minutes par l'intermédiaire du chat. Nous y répondrons soit dans le fil de l'intervention, soit à la fin lors du temps dédié à ces réponses. Donc, je laisse maintenant la parole à Éric qui va nous expliquer un petit peu. Alors bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle Éric Gauthier, donc je suis intervenant pour l'association ARPAD, qui est donc l'association régionale de prévention et d'aide face aux dépendances et aux exclusions, qui comprend à peu près une centaine de salariés à Toulouse et qui intervient principalement donc sur des missions d'hébergement, d'insertion, d'accompagnement de public sur un service d'addictologie et également un service prévention donc adressé à des jeunes ainsi que leurs parents et les professionnels qui travaillent avec la jeunesse. Voilà. Tout d'abord, pouvez-vous nous éclairer sur les différences entre addiction, conduite addictive, conduite à risque, et notamment dans cette période parfois difficile de l'adolescence? Alors, bon, moi, par ma pratique, effectivement, on fait plutôt la distinction entre ce qui concerne donc les conduites à risque et les conduites addictives. Comme avant-propos, donc pour citer donc Jean-Pierre Coutron, qui est un psychologue spécialisé sur la question des addictions, notre société, elle est par essence addictogène, c'est-à-dire qu'elle induit les origines et les racines des conduites addictives, des addictions aux produits psychoactifs vers celles dites comportementales et qui se logent dans nos usages du numérique au quotidien. Rappelle aussi des addictions donc, sont inhérentes au fonctionnement humain et elles touchent aussi, bien sûr, donc, les enfants, les adolescents, qui sont donc les futurs adultes de demain. Alors, à l'adolescence, effectivement, on parle plutôt de conduite à risque. Cette expression, elle traduit donc divers comportements qui entraînent donc une mise en danger de soi. Et ces comportements, bien sûr, et hélas, ont des effets délétères sur l'individu lui-même et sur autrui, donc son entourage social et familial. Il s'agit souvent d'un symptôme de mal-être et en particulier chez les ados. Donc, les conduites à risque, elles sont classées en fonction des prises de risque, du dépassement des limites recherchées, puis aussi du niveau de mise en danger de l'individu lui-même, du jeune. Donc, quels sont, selon vous, les facteurs de vulnérabilité et de protection et comment repérer un peu les symptômes d'usage excessif? Ouais. Alors, les facteurs de vulnérabilité, ils sont définis comme expliqué là sur la vignette, comme étant des caractéristiques individuelles et environnementales qui augmentent donc la probabilité de troubles associés à l'usage de substances donc psychoactives. Les humains, ils ne sont pas à égalité face aux substances psychoactives et au risque de développer des formes de conduite addictive. Donc, il y a différents indicateurs, le facteur génétique, la question de la socialisation, le climat familial, l'influence du groupe de pairs, par exemple, la question de l'isolement. Ce sont autant de facteurs à prendre en compte pour considérer cette question, en tout cas, de la vulnérabilité des jeunes en règle générale. Alors, comment les repérer? C'est pas simple, clairement. Donc, je le disais à l'instant, donc il existe des prédispositions génétiques qui rendent plus vulnérables aux troubles associés aux substances, telles que l'addiction ou l'apparition de pathologies psychiatriques. Également la question de l'expérience de vie, et en particulier ce qu'on peut considérer comme étant des phénomènes de stress précoce ou chronique qui influent donc sur le développement du cerveau et qui peut rendre plus vulnérable à une ou plusieurs addictions. À savoir aussi, donc, et ça c'est le principal à garder, que les effets environnementaux sont au moins aussi forts que les influences génétiques sur cette question. Alors, un indicateur, ou en tout cas une question très importante, c'est la précocité des consommations à l'adolescence. C'est une période donc critique en termes de vulnérabilité et d'exposition aux risques associés à l'usage de drogue. C'est une période donc où le cerveau n'a pas fini son développement, sa maturation, et il est donc beaucoup plus vulnérable aux effets des drogues. Il faut savoir aussi que commencer à boire donc, au début de l'adolescence, ça multiplie par 10 le risque de devenir alcoolodépendant à l'âge adulte. Ça ne veut pas dire que ce serait une trajectoire qui va arriver, ça veut dire que c'est un risque couru. Et enfin, donc, un lien est établi entre un usage régulier de cannabis à l'adolescence et des symptômes psychotiques, particulièrement en cas d'antécédents familiaux ou personnels de troubles psychotiques.
Dans ce cas, le risque d'avoir des symptômes à l'âge adulte est multiplié par 2. Alors, les facteurs de protection. Donc ça, c'est, je crois, la base la plus importante sur laquelle on peut tabler les choses. Donc, les attitudes, les valeurs ou les croyances positives, la capacité à résoudre des conflits pour soi, dans le cadre familial comme pour les autres à l'extérieur, y compris dans la scolarité, la bonne santé mentale, physique, spirituelle et émotionnelle. Et enfin, donc, la bonne estime de soi, s'aimer, ça compte, le succès scolaire ou en tout cas le développement de compétences dans le cadre des formations et bien entendu la question du climat parental, les bonnes compétences en tant que parent. On en reparlera un peu plus tard. Est-ce que ça existe d'ailleurs, ce concept de bonnes compétences? Le soutien et la supervision des parents et un bon soutien social, pris dans un maillage socioculturel par exemple. Alors, il y a des formations à la parentalité qui existent maintenant depuis quelques années, parce qu'effectivement, on pourrait dire presque que c'est un métier et qu'on peut parfois penser bien faire et être un peu dans l'erreur. Donc, c'est toujours bien d'avoir des avis extérieurs. Donc, tout ça, tous ces facteurs de protection, ce sont des facteurs qu'on va construire, si possible, avant l'adolescence, pour qu'au moment où cette période qui part peut-être parfois difficile, se passe le mieux possible. Clairement, alors bon, métier, je ne sais pas, mais en tout cas, être parent, ça s'apprend en faisant des essais-erreurs. On ne devient pas parent en lisant des bouquins, forcément. Enfin, c'est l'expérimentation de terrain. Bien entendu, on peut s'inspirer de tout un tas de sources. L'idée, c'est qu'on fait toujours au mieux, clairement, dans le contexte où on prend les choses. Et que renforcer la relation avec ses enfants dès la petite enfance sur la question de la confiance, clairement, de pouvoir leur permettre de prendre la parole, c'est un facteur extrêmement important à prendre en compte, bien sûr. D'accord. Donc concrètement, j'ai mon enfant qui a 15-16 ans, je soupçonne, je vois des changements de comportement. Quelle attitude adopter, comment en parler, comment aborder ces questions avec lui, si déjà la communication devient un petit peu plus difficile? Très bonne question, Alain. Du coup, c'est en parler. Alors, en parler, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours un climat très favorable à la discussion, surtout quand, comme vous le disiez, ça va pas. C'est déjà pouvoir lui témoigner que quelque chose est en train de changer, que quelque chose est visible. Et que ce visible, on aimerait bien creuser un peu et essayer de comprendre. Donc, si on soupçonne éventuellement qu'on a la preuve que notre ado ou notre enfant consomme un produit, ou qu'il s'adonne fréquemment, par exemple, à des jeux de hasard et d'argent, puisque ça fait aussi partie de ce qu'on appelle les addictions comportementales, si on sait qu'un de ses amis consomme ou joue, et la question de son influence sur notre enfant peut nous préoccuper et nous inquiéter, plutôt que de se mettre en colère ou en tout cas d'avoir une réaction un peu vive, l'idée c'est de trouver une stratégie pour aborder le sujet avec notre enfant. Et il n'y a pas une stratégie, il y aura autant de stratégies que d'enfants à considérer. C'est-à-dire que c'est le lien qu'on a avec son enfant, le niveau de relation qu'on a avec son enfant qui nous permettra de trouver la petite fenêtre, si elle existe, pour trouver la possibilité d'en parler. Donc l'idéal, c'est vraiment qu'il ait le ressenti qu'on n'est pas là pour faire une intrusion dans sa vie privée, mais pour s'intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il ressent. Bien sûr, parce qu'on est concerné en tant que parents. Les changements qu'on constate chez nos enfants à l'adolescence qui sont extrêmement nombreux, puisque bien sûr que nos ados, ils veulent se séparer de nous, et en particulier de notre emprise parentale, je le dirais de cette manière-là, puisqu'ils deviennent des individus. Donc l'idée, c'est effectivement de considérer que ces changements, ils vont être à prendre en compte dans le niveau relationnel et surtout le niveau de discussion qu'on va avoir avec eux, leur faire confiance pour prendre cette parole autour de ces indicateurs qu'on a repérés, et les encourager à poser les choses sur la table en leur disant peut-être qu'on ne va pas être dans le jugement direct et qu'on va plutôt essayer de comprendre et de décortiquer cette petite machine qui pose problème sur le moment.
Alors, je vois qu'on a une question sur le chat sur le lien entre harcèlement scolaire et entrer dans des conduites addictives. Est-ce qu'on y répond maintenant ou... Comme vous le souhaitez, on pourra le voir plus tard. Ouais. D'accord. Oui, comment aborder directement, frontalement, les choses avec son enfant? Bon, bah, de suite, clairement, essayer de prendre les devants, donc de poser les choses en disant qu'on a un point d'inquiétude et que ce point d'inquiétude, on aimerait bien le causer, le parler. Ça va être le premier point. Ensuite, bah, bien sûr, aborder calmement le sujet. On en parlait tout à l'heure. Hein, c'est quand même le climat de cette discussion qui va être déterminant. On peut lui dire clairement qu'on le soupçonne hein, ou qu'on a un faisceau d'indicateurs qui nous amène à dire qu'il y a un changement de comportement qui peut-être est lié à une consommation de produits et que peut-être aussi, au lieu de critiquer cette consommation, on va lui faire part de cette inquiétude et de cette incompréhension pour trouver la possibilité d'aborder le sujet. D'accord. Et alors, si il ou elle me répond, là, avec maman, vous prenez bien l'apéritif et buvez du vin tous les week-ends. Bah, ce sera clairement bien joué de leur part hein, parce qu'ils nous renvoient une question de notre rapport en fait, avec les produits psychoactifs et en particulier là l'alcool hein, sur cette question. Eh bien, la réponse, elle sera la vôtre dans ce que vous pourrez en dire sur le moment, mais que clairement, vous êtes des adultes, des parents, que cette consommation, elle ne vient pas comment dire, avoir des effets délétères sur votre socialisation, sur votre vie professionnelle, sur votre vie familiale, tant qu'elle n'est pas dans l'excès, bien entendu, et que c'est en aucun cas comparable à un moment de consommation, on va dire, aigu ou préoccupant à l'adolescence. Mais effectivement, c'est une excellente manière d'entrer dans le débat. D'accord. Oui, donc il ne faut pas répondre sur le ton du ping-pong et de savoir qui a tort, qui a raison, non. Mais avoir une posture en tant qu'adulte responsable. Bien sûr, ouais. D'accord. Tout à fait. Prendre position, alors bon, ça c'est un point important. Donc, s'ils contestent donc les paroles et les gestes qu'on peut avoir sur cette discussion, cette prise de position va être déterminante pour la suite. Donc, bien entendu, en tant que parent, le rôle, c'est de fixer un peu les limites, en tout cas de les faire évoluer en fonction du cadre que recherche l'enfant, et aussi de pouvoir à un moment donné connaître, qu'il puisse, en tout cas, cet enfant, connaître nos attentes à son égard, en tout cas notre façon de regarder les choses. Et puis, bien entendu, il faut toujours essayer de chercher à comprendre pourquoi elle consomme, ce qu'il y trouve dans cette consommation, parce que bon, les produits psychoactifs amènent à des états de conscience modifiés. C'est pas pour rien hein, que les humains consomment des produits psychoactifs depuis toujours. C'est que, bien entendu, ça vient parfois limiter les angoisses, ou en tout cas faire baisser le niveau de tension interne, et c'est aussi à ça que ça sert. Donc, essayer de trouver la possibilité avec elle ou avec lui de comprendre ce qu'elle y trouve de positif dans cette consommation. En tout cas, quand il s'agit d'une consommation récréative, quand c'est une consommation installée, là, c'est d'un autre niveau. Et effectivement, on a des indicateurs un peu plus inquiétants. D'accord. Donc là, on revient justement à la question posée sur le chat par rapport au fait du harcèlement scolaire. Donc, engager le dialogue par rapport au constat d'une consommation peut déboucher sur les causes aussi de cette consommation. Oui, sur les origines, ce pourquoi elle s'installe. Et oui, c'est tout l'enjeu, c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y retrouve, ce qu'il y trouve et ce que ça vient jouer là dans son parcours de vie, dans cette construction à l'adolescence, faire en sorte qu'il puisse bien le repérer et faire en sorte également avec lui de trouver un moyen de trouver, alors pas un substitut, mais en tout cas quelque chose qui viendrait peut-être remplacer cette fonction du produit dans une idée d'épanouissement, en tout cas de quelque chose qui pourrait se stabiliser de façon différente en dehors de la consommation d'un produit qui est nocif. D'accord. Et du coup, dans le cadre du harcèlement, ça va rejoindre ce qu'on va évoquer un petit peu plus tard dans l'entretien, à savoir les risques liés à l'usage des écrans. Oui, bien sûr.
Pour compléter et peut-être terminer sur la question des substances psychoactives, donc dans la majorité des cas, quand l'enfant ou le jeune a consommé, bon, mais bien entendu, il faut attendre que les effets du produit soient redescendus pour pouvoir aborder les choses. Laisser donc passer son trip dans un endroit calme, donc le mettre en sécurité, ça c'est quand même une donnée importante, et lui demander quel produit ou quelle drogue il a prise et en quelle quantité pour avoir une idée bien précise. S'il y a un malaise ou des choses du côté d'une intoxication, eh bien, il y a les services d'urgence. Il peut y avoir aussi la possibilité d'appeler Drogue Infoservice pour avoir des éléments d'information, et ou alors le centre antipoison quand réellement il y a quelque chose qui se passe très très mal sur le moment. D'accord. Donc là, oui, lui confirmer donc le soutien de la position parentale pour faire évoluer les choses favorablement. Et puis peut-être aussi sur la question, en tout cas pour terminer sur les produits, de s'informer avec elle ou avec lui, aller chercher de l'information. Et ça va pouvoir faire médiation aussi dans ce moment où ça se crispe un petit peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'essayer de trouver un point d'égalité dans la rencontre autour de s'informer. D'accord. Est-ce que, selon vous, on peut placer au même niveau les consommations de produits et l'usage excessif des jeux vidéo, des écrans en général? Est-ce que puisque bon, si j'ai bien compris, il y a d'un côté les produits, de l'autre côté plus du comportemental. Ah oui, donc là, on va aborder la question de ce qu'on appelle les addictions comportementales. Donc, depuis les années 2000 et la généralisation du numérique dans nos vies quotidiennes, bien entendu que les enfants se sont retrouvés en première ligne du développement de ces technologies, donc l'apparition des premiers smartphones en 2007. Donc, c'est ce qu'on appelle les digital natives, c'est-à-dire les enfants qui ont grandi avec les technologies nouvelles de l'Internet, et avec l'arrivée et le développement de ces nouveaux usages et de ces nouveaux médias, eh bien, sont arrivées des nouvelles questions, et en particulier pour les parents. Donc, limiter le temps d'usage, limiter effectivement l'accès à des contenus qui ne seraient pas adaptés, et bien entendu que l'usage du numérique est venu mordre sur le temps familial, le temps scolaire, et c'est des véritables préoccupations, en tout cas pour nous, éducateurs et éducatrices de prévention, dans l'accompagnement des publics. Donc, il existe différentes façons de considérer le problème des addictions aux écrans, même si aujourd'hui, attendez, je vais mettre le slide, voilà. Même si aujourd'hui, donc, comme je le disais, on parle d'addiction comportementale qui englobe les jeux de hasard et d'argent, les jeux vidéo, l'usage d'Internet, les réseaux sociaux, bien entendu, et on va en parler, ainsi que donc les addictions alimentaires ou au sexe. Donc, on parle d'une difficulté, voire d'une impossibilité de contrôler un comportement malgré ses conséquences. Et les conséquences, en tout cas, j'ai commencé à les traduire, à savoir le temps d'usage qui vient mordre sur le temps de rencontre familiale, le temps d'usage qui vient mordre sur l'investissement scolaire, sur la relation aux autres aussi parfois. Donc, il s'agit de considérer que les addictions comportementales sont quand même de nature différente de celles aux produits dont on vient de parler tout à l'heure. D'accord. Moi, en tant que parent, ce qui me semble compliqué, c'est autant sur les addictions, les consommations de produits, on en a parlé, ça me paraît assez clair, et notamment le fait d'essayer d'avoir un lien de confiance et de créer du dialogue. Autant il y a un moment, si mon enfant de 15 ans, il passe son temps sur sa console, sur son téléphone, et il commence à se coucher tard, à être fatigué le matin, à avoir ses notes scolaires baissées, c'est compliqué à un moment de ne pas être dans le côté répression, en limitant comment faire là pour rester dans le dialogue. Exactement. Alors, il y a une question là qui arrive. Donc, quelqu'un cherche une application de contrôle parental. Mais oui, clairement, se pose réellement cette question de la structuration ou du contrôle, de la tentative de contrôle de leurs usages. Alors, il existe plein d'applications gratuites ou payantes. Je ne vais pas faire de publicité, mais sur le Play Store, pour ceux qui utilisent les Android, vous trouverez par exemple Family Link qui permet de régler des plages horaires ou en tout cas de limiter l'accès à Internet. Mais il faut bien se dire que dès lors qu'ils ont une connexion en 4 ou
ou 5G, là, ça ne va pas fonctionner puisque là, c'est limité effectivement le temps d'écran à la maison avec le Wi-Fi. Donc, il existe pas mal de tutos que vous pourrez retrouver sur Internet directement en tapant dans les barres de recherche ou sur YouTube. Mais il faut savoir aussi que c'est un véritable business, la question du contrôle parental des utilisations de smartphones en particulier pour les enfants. Beaucoup de géants de la technologie ont monté des applications qui sont extrêmement performantes, mais qui sont payantes. Donc, vous voyez, ça entraîne quand même toute une logique particulière de l'éducatif, en tout cas sur les écrans, où il faut s'outiller et s'équiper pour pouvoir avoir justement ce niveau de contrôle. Après, comme on l'avait évoqué, la meilleure façon d'envisager cette situation, c'est qu'il y ait un contrat, un accord, quelque chose de construit avec les enfants autour de bon, ben, on t'offre la possibilité d'utiliser tes écrans, que ce soit l'ordi à la maison ou son ordi à lui, le smartphone, la tablette, etc., même bien entendu la console et les jeux vidéo. Mais l'idée, c'est que ça fasse l'objet d'un consensus, que cette règle, elle soit intégrée par les enfants et qu'elle fasse l'objet d'une négociation. Et là, à l'adolescence, on sait bien qu'on est perpétuellement dans des effets de négociation et que ça ne prendra du sens pour eux que s'ils sont dans cette idée de partage dans une négociation, même si vous avez des exigences, et elles sont tout à fait entendables et nécessaires, mais il faut qu'ils puissent, eux, y mettre du sens. On parle de cyberdépendance, donc je vous le disais tout à l'heure, c'est... Je vous arrête juste un instant parce que justement, je vais rebondir sur cette question de faire un consensus, puisqu'on a une personne qui parle du coup d'avoir demandé à son enfant d'être au-dessus de la moyenne de la classe. Le contrat a été rempli, mais il reste quand même assez isolé. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans ces cas-là? Alors, le contrat, pour préciser, il était lequel? C'était qu'en fait... Avoir la moyenne. Avoir la moyenne scolaire, la moyenne au-dessus de la moyenne scolaire. La moyenne de la classe, pardon. D'accord. Ben, ce n'est pas une question à laquelle je trouverai une réponse aisée, dans le sens où il n'y a pas de recette. Clairement, s'il y a eu un principe d'engagement de l'enfant concernant cet objectif et qu'il ne l'a pas réalisé, je pense que la position parentale, c'est de continuer à faire en sorte de limiter les choses tant que l'objectif n'est pas atteint. Ce n'est pas simple à répondre. Et puis en plus, oui. Là, au contraire, il a atteint l'objectif. Il a réalisé l'objectif. Donc, c'est vraiment... Il a réalisé l'objectif, mais il reste quand même, a priori, renfermé. Peut-être que si c'est compliqué, en tout cas, de faire évoluer les choses dans le cadre familial, peut-être que d'aller rencontrer un tiers, que ce soit sur un service où il peut y avoir des éducateurs à l'écoute, ça permettra de tiercer la relation et de faire en sorte que lui, il puisse avoir un interlocuteur qui ne soit pas pris dans l'enjeu parental pour poser les choses. Ce serait en tout cas une piste que je pourrais proposer et envisager. Ok, merci. Oui, j'évoquais aussi le fait que donc, la dépendance à Internet ou la cyberdépendance, ce n'est pas un phénomène ou en tout cas une idée qui fait l'unanimité dans la communauté scientifique parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a une différence avec la consommation de produits, mais ça fait quand même, en tout cas, écho à un trouble psychologique caractérisé par un besoin excessif et obsessionnel d'utiliser donc un ordinateur et que ça interfère sur la vie quotidienne. Donc, le fait que la dépendance à Internet est considérée comme une pathologie fait débat actuellement et elle n'a pas été encore reconnue concrètement dans le dernier DSM, même si c'est les prémices. Voilà, c'était juste une petite vignette pour dire que la question des cyberaddictions, c'est un concept difficile, d'autant plus que nous-mêmes, adultes, les utilisons de façon excessive au quotidien sans nous en rendre compte. Donc, ce n'est pas que du côté non plus de la jeunesse et des enfants. Pour quelques chiffres quand même, pour des enfants de moins de 6 ans, on est à des moyennes de 6 heures d'exposition aux écrans par semaine, des moyennes, de 9 heures pour les 7 à 12 ans et plus de 18 heures pour les 13 ans et plus. Bien entendu aussi que 97% des 6-17 jouent aux jeux vidéo moins occasionnellement. Jeux vidéo, ce n'est pas que sur les consoles de salon, on est aussi sur le téléphone, bien sûr. Et on est à peu près à près de 90% des enfants de 12 ans qui possèdent un smartphone, bien avant donc d'avoir l'âge légal pour s'inscrire sur les RS, les réseaux sociaux. Alors, globalement, sur toutes ces thématiques de conduite à risque,
toujours pareil, si j'essaye de me placer du côté parental, je trouve qu'on est confronté, nous, mais surtout les jeunes qui ont peut-être moins de clés pour décrypter tous les messages, on est quand même confronté, que ça soit de la part de l'industrie du tabac, l'industrie de l'alcool, l'industrie, alors là en ce moment on est en plein dedans avec notamment la Coupe du Monde, tout ce qui est paris sportif et paris sportif en ligne, où on voit des messages qui sont vraiment clairement faits pour inciter les gens à consommer toujours plus, ou sur les paris sportifs, on prend toujours, bien évidemment, les images des gens qui gagnent, qui sont valorisés. Comment faire? Bon, sachant qu'il y a des interdictions sur la vente d'alcool aux mineurs, sur la vente de tabac, sur l'usage des jeux, mais bon, on sait que ces interdictions, elles sont plus ou moins respectées. Je trouve que c'est compliqué en tant que parent. Est-ce que ça ne nécessite pas d'avoir avant l'adolescence des discussions, des informations aussi sur les réseaux sociaux, sur le fait que tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux laisse une trace, que faire attention à sa vie privée, toutes ces choses-là? C'est un véritable enjeu et que clairement, être parent dans notre époque, c'est un véritable casse-tête, puisque les technologies qui sont produites par les géants de la tech, de la Silicon Valley en particulier, elles sont extrêmement pertinentes, elles sont extrêmement addictives, puisqu'on reprend ce terme quand même, parce qu'on voit bien qu'on a du mal à décrocher de nos écrans et que ça marche très très bien et très très fort pour nos enfants. Donc, bien sûr qu'elles sont conçues pour qu'on y passe le plus de temps possible et qu'en tant qu'adulte, bien, on a des prérogatives, le travail, la vie à la maison, etc. Mais un enfant, lui, il a du mal à couper clairement son écran, même quand on lui demande plusieurs fois, parce que cette technologie est réellement faite pour qu'on ait une expérience utilisateur qui soit la plus immersive possible. Donc là, sans parler des jeux d'argent, je parle des jeux vidéo et les réseaux sociaux en particulier. Tout est pensé par les ingénieurs pour qu'on y passe vraiment un temps incroyable et qu'on ne s'en rende pas compte de ce temps-là, puisque du coup, les contenus sont adaptés à travers les algorithmes à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on apprend à la machine à nous nourrir et d'informations et de posts qui vont être en adéquation avec nos goûts ou nos centres d'intérêt. Donc, vous comprenez bien que chez un enfant, par exemple, qui est sur un réseau social avec tous les centres d'intérêt qu'il a marqués, j'en sais rien, les jeux vidéo, ou on peut aussi parler des influenceurs, puisque c'est extrêmement prégnant comme phénomène, eh bien, il va recevoir toute la journée des notifications, des nouveaux posts, des centres d'intérêt que lui-même a présélectionnés et a entraîné l'algorithme. Donc, bien sûr que c'est une véritable difficulté pour les parents d'apprendre à nos enfants à avoir un peu de recul face à cette technologie, parce que cette technologie, elle nous prend entièrement et elle nous prend tout notre temps. Vous parliez tout à l'heure de la question du sommeil. Clairement, c'est forcément compliqué à partir du moment où on fait rentrer le téléphone dans la chambre, de se coucher à une heure à peu près correcte pour ne pas être en dette de sommeil le lendemain. Donc, ça scrolle ça swipe de façon infinie sur le téléphone, puisque cette tech, elle est produite pour ça, pour qu'on ne coupe pas ou difficilement notre usage. Donc, c'est réellement quelque chose de compliqué à mener. Il existe alors plein de bonnes intentions autour des bonnes pratiques d'accompagnement au numérique, mais ce qui, encore une fois, sera le principal accès, c'est la relation avec nos enfants. Par exemple, à la maison, vous avez un véritable expert du numérique. L'idée, c'est peut-être aussi d'aller avec eux discuter de leurs usages du numérique en leur demandant de nous aider à faire quelque chose sur notre propre téléphone qu'on n'a pas compris, même si on le sait. Et l'idée, donc, c'est de créer de la relation autour de ces écrans. Et en créant de la relation autour des usages et de ce qu'ils font aussi dessus, ils peuvent nous montrer comment eux le font à notre place, ou en tout cas nous y apprendre, eh bien, ça crée de la relation. Et en tablant les choses sur cette relation, on va pouvoir discuter du temps d'usage, du temps de sommeil. On va pouvoir parler des conséquences négatives sur, par exemple, ce qu'on peut appeler le nudge et les influenceurs, parce qu'il y a aussi des choses du côté de la santé au moment de la construction adolescente.
de l'exposition, bien entendu, vous en parliez Alain, de qu'est-ce qu'on montre de soi sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on dit des autres. On peut parler aussi du cyberharcèlement en rentrant par cette porte-là. Donc, il n'y a pas de recette qui fonctionnera de façon systématique. Et en tout cas, il y a des interactions à recréer autour de ces écrans et passer du temps ensemble, et y compris sur les jeux vidéo. Les jeux vidéo, c'est une activité culturelle massive au niveau mondial. C'est la première industrie bien devant le cinéma, hein, clairement. Et donc, pour les joueurs, l'idée, c'est de s'intéresser à ce à quoi ils jouent, combien de temps ils y jouent, quel personnage ils jouent, et jouer avec eux. Et ce qui nous permettra aussi peut-être de parler du temps d'usage. Si on sait à quel jeu nos enfants jouent, eh bien, on va être moins surpris quand on leur demande de venir passer à table, par exemple, qu'ils ne peuvent pas parce que la partie n'est pas terminée. Donc, si on sait à quel jeu ils jouent, on va pouvoir avoir une idée un peu précise du contrat qu'on va pouvoir passer avec eux sur le moment où ils vont couper. Vous voyez ? D'accord. Donc, c'est tous ces indicateurs à prendre en compte pour essayer de trouver sa propre recette adaptable avec vos enfants. Donc partir un peu du principe pour schématiser que, à part si on travaille dans la partie et qu'on est soi-même un geek adepte des nouvelles technologies, qu'eux auront toujours un train d'avance et donc de profiter de leurs compétences en numérique pour qu'ils nous aident déjà, et donc ainsi favoriser le dialogue et se mettre sur un niveau de dialogue et d'échange qui permettra d'explorer tous les champs et surtout les usages excessifs ou à risque qu'ils peuvent avoir sur le numérique. Tout à fait. Je voyais passer une intervention en disant que c'était pire qu'un doudou. Mais clairement, en fait, les smartphones, depuis leur apparition, moi je parle de doudou numérique, puisqu'on l'a toujours à portée de main, on le consulte, y compris quand on n'a pas de notification. Pour les enfants et les jeunes qui le font rentrer dans leur chambre et qui dorment avec, par exemple, la question des notifications, c'est quelque chose qui est toujours en tension. Ils reçoivent toujours des notifications même. Bref, et donc effectivement, ça c'est un aspect important à aborder avec eux, c'est à quel moment ils peuvent être un peu à distance de cet objet magique, parce qu'on fait tout sur nos téléphones, y compris nous les adultes. Il faut bien se dire aussi que la façon avec laquelle les adultes regardent le monde de l'adolescence et de l'enfance évoluer avec les écrans, c'est aussi pour que nous, même adultes, on ne se regarde pas les utiliser, parce qu'on est aussi dans des usages excessifs, des usages abusifs, et ça comprend bien entendu toute la population générale. C'est une véritable révolution, et le rapport qu'on a avec ces objets numériques en règle générale interroge beaucoup sur effectivement le développement de notre société, nos interactions entre nous et par exemple, juste comme ça a fait évoluer des choses de façon assez incroyable devant les collèges et les lycées. On le voit tous les jours, les jeunes sont en cercle les uns avec les autres, mais chacun sur son portable, et y compris à s'envoyer un message alors qu'ils sont les uns à côté des autres. Donc ça a eu un impact assez invraisemblable et incroyable sur nos interactions sociales. Et bien entendu que c'est venu percuter de plein fouet la question de l'éducation de nos enfants en intrafamilial, et que, vous le disiez très bien tout à l'heure, eh bien, être parent aujourd'hui, c'est peu simple, pour pas dire autre chose, en tout cas vis-à-vis des objets du numérique. Et on fait avec ce qu'on est, on fait comme on peut sur le moment. Parfois, il faut se dire aussi que certains parents sont plutôt contents d'avoir les enfants qui sont à la maison sur leurs écrans plutôt que dehors à être inquiets, sauf que des fois, ça les arrange, et puis finalement, une fois que ça s'installe, ça devient une consommation abusive et on s'en plaint. Donc, il faut retrouver peut-être la possibilité d'évoluer ensemble, y compris avec ces objets numériques qu'on a dans les poches au quotidien, et de trouver la possibilité de faire avec. Faire contre, ça va être difficile. Enfin, je pense que c'est un message important, voire impossible, parce qu'il y a la pression sociale tout autour. Mais faire avec différemment, ce sera inventé, et chacun trouvera sa propre manière de le réaliser. Oui, après, ce ne sont que des outils, et comme tous les outils, ils ont en général des usages bénéfiques, bien heureusement. Donc, c'est sûr que le but, de toute façon, n'est pas de... Puisque souvent, la première réaction, alors avant l'adolescence, ça arrive, on l'a vu, je crois, tout à l'heure par rapport aux chiffres que vous donniez, à l'entrée au collège, souvent, c'est là où on dote l'enfant
du premier portable, parce que quelque part, ça rassure aussi les parents de pouvoir avoir ce lien de communication direct, instantané, et toujours pouvoir savoir ce que fait son enfant. Oui. Donc, ça fonctionne aussi dans les deux sens. Bon, même si ça répond aussi souvent à la demande et qu'on est en pleine période des cadeaux. Voilà, donc après, c'est juste effectivement comment bien utiliser ou limiter les usages négatifs de cet outil. L'envers du décor, ouais, c'est ça. Bon, après, il n'existe pas de guide de survie parentale en milieu numérique. Pour autant, l'idée, c'est d'aller se renseigner, trouver un maximum d'informations, partager les expériences de chacun autour de ces questions qui sont des questions fondamentales. Pour faire en sorte que nos enfants qui sont les adultes demain ne s'amochent pas trop avec ce qu'ils font aujourd'hui avec cette technologie, en particulier les réseaux sociaux, pour que ça ait le moins d'impact négatif sur leur vie d'adulte. Et encore une fois, donc la question des données personnelles, des informations qu'ils communiquent sur les réseaux sociaux, des photos qu'ils postent, des vidéos qu'ils postent. Hein. On parle de TikTok, on parle de Snap, on parle d'Insta, toutes ces grandes plateformes qui se nourrissent effectivement de ce qu'on leur donne de nos vies. Eh bien, l'idée, c'est de parler avec eux de cet enjeu-là. Est-ce que dans 3 ans, quand tu chercheras un travail, est-ce que tu souhaites qu'un de tes futurs recruteurs puisse éventuellement trouver sur une des plateformes un poste que tu avais réalisé où finalement, du temps aura passé et tu seras un peu en difficulté avec ce qu'on va pouvoir retrouver de ce que tu as partagé sur ce moment d'adolescence ou quand tu étais jeune adulte. Donc, c'est tous ces enjeux qui sont à mettre sur la table de façon assez tranquille, parce que dire c'est pas bien, ça va pas résoudre le problème, c'est un jugement de valeur. Ils sont dans ces technologies, ils sont dans ces pratiques-là, ils se développent avec ça. L'idée, c'est de limiter les sorties de route, les sorties de piste, et de faire en sorte qu'ils puissent être un peu confortables dans l'installation de leur vie d'adulte avec ce qu'ils ont fait par le passé, parce que Internet, il n'y a pas d'oubli en fait à l'Internet. D'accord. Et donc, Monsieur Gauthier, justement, on avait une question par rapport aux pratiques. En tant que parent, avez-vous pu développer une fiche conseil pour les parents sur les règles, usages, horaires concernant les écrans pour les aider à fixer un cadre? Est-ce que ça, vous avez pu en développer un ou est-ce qu'on peut retrouver l'information? Alors, clairement, il y a une campagne qui a été développée avec Serge Tisseron sur le 36912, qui est une base plus ou moins solide sur laquelle on peut commencer déjà à réfléchir à l'accompagnement des enfants. En revanche, pour ce qui est de nos grands ados, il faudra toujours adapter les choses. Donc, il y a plusieurs choses. L'identité numérique, comment on se présente, ce qu'on dit des autres, ce qu'on dit de soi et ce qu'on poste. Ensuite, il y aura bien entendu la question de la santé, parce qu'on sait que traîner sur les réseaux sociaux, les principaux, ça peut être facteur de développement de stress lié au fait de manquer une information, de manquer un poste, de ne pas faire partie effectivement d'un groupe. Ça crée aussi de l'angoisse parce qu'avoir la vie des autres avec les filtres, par exemple Instagram, on a l'impression que la vie des autres est vraiment mieux que la nôtre, par exemple. C'est ce qu'on repère chez les adolescents. Donc, tout ça, ce sont des éléments à mettre dans la discussion tranquillement et surtout leur demander de nous expliquer en fait ce qu'ils y vivent. Et en parlant du ressenti, on trouvera peut-être un chemin pour essayer de trouver la possibilité de les accompagner sur ce temps où ils grandissent et ils font des essais-erreurs. Et c'est en faisant des erreurs, et normalement en les reproduisant pas, qu'on arrive à trouver un chemin. Voilà. Merci. Et alors, donc, si malgré tous nos efforts, le dialogue est impossible ou très compliqué, à qui peut-on s'adresser? Est-ce qu'il existe des structures? Comment faire pour justement qu'une tierce personne puisse
prend en charge le problème? C'est une bonne question. Clairement, quand ce sont des sujets difficiles, les parents sont souvent pas les bons interlocuteurs, en tout cas pour le jeune, pour toutes les raisons qui seraient du côté du risque de se faire réprimander, engueuler et que ça se passe mal. Donc peut-être le premier niveau, ça peut être l'infirmière scolaire de l'établissement, si le jeune ou la jeune est en confiance suffisante pour pouvoir l'interpeller. Il peut y avoir aussi le médecin généraliste et puis enfin des professionnels. Donc, il existe ce qu'on appelle un réseau de consultation jeunes consommateurs. Alors ça, c'est essentiellement, bien entendu, pour les produits psychoactifs. Il peut y avoir également Drogue Info Service pour les produits psychoactifs. Et sur la question des usages des écrans, il existe des lieux ressources. Où vous pourrez trouver la possibilité de rencontrer des éducateurs et éducatrices. Ici, à Toulouse, donc, il y a la maison des adolescents. Il y a également donc, sur notre association le lieu qui s'appelle le Point Écoute Prévention, qui est ouvert toute la semaine, où vous pourrez trouver un interlocuteur ou une interlocutrice sur les questions et les préoccupations qui sont les vôtres. Notamment par rapport aux adolescents, vous avez parlé du 3-6-9-12. Est-ce qu'on peut dire qu'il faut qu'il y ait un temps de sommeil minimum, que la partie scolaire soit assurée et qu'à partir de là, on laisse l'enfant à l'adolescent plutôt libre de vaquer à ses... Il n'y aura pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique. L'idée, c'est de pouvoir permettre à notre enfant, à notre jeune, de trouver lui-même l'équilibre qui est le plus satisfaisant pour lui, en lui posant effectivement un certain nombre de jalons qui ne doivent pas nécessairement être des contraintes. Comme je disais tout à l'heure, c'est le consensus et l'intégration en fait de cette santé mentale, de cette santé globale, et en tout cas d'un bon usage ou d'un usage raisonné et raisonnable de la technologie, en tout cas des écrans, qui lui permettra de trouver lui-même son équilibre. Donc nous, on peut dans cette situation lui donner des ingrédients, on peut lui donner de l'information pour faire en sorte que finalement ça prenne du sens pour elle et lui, elle ou lui, pour trouver sa possibilité de se construire en ayant effectivement une vie sociale aussi épanouie que possible, un investissement scolaire et un projet de formation qui lui plaise et dans lequel il arrive à tenir le rythme. Et effectivement, vous parliez du sommeil, ça en fait partie. La récupération, elle est extrêmement importante et déterminante pour pouvoir être attentif et intégrer les informations dans le cadre des apprentissages. Donc, c'est plutôt un schéma de santé globale qu'il faut promouvoir en tant que parent en disant tout est important. Pas de la même manière, pas toujours au même moment, mais tout est important, tout est à considérer. Et si on arrive déjà à poser tous ces sujets avec eux, on est déjà pas mal. Alors, en parler, ça ne résout pas les problèmes, mais ça avance déjà un peu plus. OK. On a aussi une petite question, peut-être un peu pratique du coup. Oui. Mon enfant de 13 ans se relève la nuit pour prendre son téléphone en cachette. Peut-on parler d'une addiction? Est-ce que ça, c'est un signe? Clairement, oui, c'est un signe. C'est-à-dire que l'envie irrépressible d'aller chercher son objet, son doudou numérique, alors soit pour voir ses dernières notifs, voir s'il n'a pas loupé quelque chose, voir si on lui a répondu à son message. Oui, ça fait vraiment partie de cette question de est-ce qu'on peut faire avec l'absence de l'objet. Donc oui, il y a des choses à questionner, et en particulier, peut-être, si c'est compliqué d'en parler avec les parents, de trouver un lieu ressource avec des intervenants professionnels de la question de l'adolescence, ou en tout cas de la jeunesse, pour faire en sorte de lui permettre, lui, d'y mettre un sens, et que si vraiment ce trouble n'arrive pas à bouger, oui, que ça puisse réellement être quelque chose à travailler, parce qu'il y a quelque chose qui se passe, clairement. S'il se relève la nuit pour aller consulter son tel, c'est qu'il est inquiet de quelque chose, peut-être. En tout cas, c'est une hypothèse. Merci. Voilà, donc nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Merci à Eric pour toutes ces explications qui je l'espère, aideront les participants qui seront confrontés à ces problématiques. Je remercie également tous les collègues ayant travaillé sur l'organisation de ce webinaire, et je rappelle que celui-ci sera disponible d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de la CPM 31.
Au revoir et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.